Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler éducation, avec Madame Huguette Agniem. Huguette Agniem. Quand on a échangé, j'ai dit tiens, on dirait qu'elle est chinoise. Oui, effectivement, il y a des origines chinoises. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Ah, parce qu'il y avait aussi un Aoniem avant, je crois. Oui, la station-service là-bas à Gougoua. Entre autres. Mais bon, on va parler éducation. Et c'est drôle parce que aujourd'hui, quand on dit un nom, c'est plus comme avant, c'était plus facile. Avant, le nom disait de quelle communauté, de quelles origines on était. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Il y a un nom, puis il y a beaucoup de mélange avec. Exactement. Mais on va parler éducation. Et la maman que vous êtes aujourd'hui a du mal à accepter l'évolution de cette société en violence, dans la connaissance de la sexualité. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses que vous avez envie de dénoncer. C'est vrai que j'ai envie de parler de violences qui environnent nos enfants. Pas qu'en lien avec la sexualité, je vais peut-être terminer là-dessus, mais même les violences tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout d'un coup, on se rend compte que nos enfants, qu'ils étaient victimes, c'est un peu dans l'histoire du temps, on le savait. Mais maintenant, les enfants deviennent acteurs, prédateurs, harceleurs, meurtriers. Et c'est là-dessus que je voudrais pointer l'attention. Quand vous dites ce que vous venez de dire, c'est que c'est les mentalités qui ont changé ou c'est les parents qui ne font plus le travail? Peut-être les mentalités, elles ont changé, ça c'est sûr, parce qu'elles sont peut-être influencées par les médias. Il y a beaucoup de violence qui est diffusée à travers les médias sous forme de distraction. Est-ce qu'on peut considérer que regarder des scènes de violence, c'est une distraction en soi, et est-ce que c'est une distraction saine? Je pose la question. Que les parents ne fassent pas leur devoir, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'enfant roi est entré là-dedans et qu'aujourd'hui l'éducation veut qu'on ménage énormément l'enfant. La question, elle est toute simple. Vous êtes maman d'une jeune fille, d'une adolescente. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour l'accompagner dans la découverte de ce qu'elle a découvert et en même temps pour la prémunir contre ceux qu'elle va affronter? Alors, la prémunir de ce qu'elle va affronter, j'ai commencé depuis qu'elle est toute petite, en lui expliquant plus ou moins ce que peut être un prédateur, comment il va procéder, les gestes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, elle est alertée là-dessus. Elle saura, dans une fête, dans un repas, des personnes alcoolisées, elle saura rapidement identifier tout geste déplacé, sans tout de suite basculer dans la prédation, mais qui peut amener à une éventuelle prédation. Donc, c'est beaucoup de dialogue, c'est d'être aussi dans l'observation et l'écoute de son enfant. Alors là, finalement, sur la posture, c'est une posture parentale. Oui. Les parents doivent discuter, échanger avec leur enfant. Tout à fait. Mais, madame, vous êtes consciente que si vous le faites, il y en a d'autres qui ne le font pas, ou même s'ils le font, les enfants ne sont pas du tout dans la démarche. Et il me semble que la loi désigne les parents comme les premiers protecteurs et garants du bien-être, de l'épanouissement, de la sécurité de l'enfant. Donc, il faut prendre cette mission à bras-le-corps et ne pas confier toute l'éducation aux outils qui nous environnent, les médias, les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu ce fait divers qui a eu lieu en métropole. Cette petite fille qui a été frappée par ses deux parents et qui a tout fait pour protéger ses parents de la police, des services sociaux, et qui est morte sous les coups de ses parents. Je vais dire que là,
il y a des parents qui sont vraiment des parents et qui sont là pour protéger leurs enfants, leur donner de l'amour, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout dans la bonne posture et la bonne démarche. Ben, c'est dommage et c'est grave. Voilà. Alors, vous parlez avec votre enfant, vous l'accompagnez, mais malgré tout, cette société moderne, entre guillemets, permet peut-être pas, mais est composée de faits violents, d'images violentes, d'informations violentes. Comment lutter contre ça? Comment protéger son enfant contre ça? Je pense que le dialogue, ça reste quand même le premier outil. Face à des scènes de violence, peut être des scènes d'agression sexuelle, il faut discuter avec l'enfant, discuter avec lui, voir comment il a traduit ce qu'il a vu, échanger en permanence là-dessus. C'est son ressenti. Son ressenti, tout à fait. Moi, je trouve que la violence est très banalisée et là, il y a un danger. Alors justement, un enfant qui va à l'école ou au collège ou au lycée, qui voit des scènes de violence, il faut malgré tout lui expliquer pour qu'il y ait une possibilité de relativiser ce que l'enfant a vu. Tout à fait. Mais est-ce que le parent a toujours les bons mots, les bons propos pour atteindre cet objectif? Je ne sais pas si les parents ont toujours les bons mots et les bons propos. Ils sont peut-être pas conscients aussi parce que quand on travaille toute une journée, on ne peut pas voir non plus à quoi l'enfant est confronté et on n'a pas toujours le retour. Et parfois, on saisit une scène comme ça en passant, l'enfant est au téléphone, un groupe scolaire, et on voit que ça insulte une camarade à plusieurs. Et là, c'est là que tout de suite, il faut intervenir. Dès qu'on touche au point sensible, on intervient, on fait des rappels, les basiques, le bien, le mal, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et de rappeler que non, les enfants, on n'envoie pas nos enfants à l'école pour qu'ils se fassent maltraiter, et donc rappeler aux enfants que c'est pas bien de devenir le harceleur, c'est pas bien de devenir le prédateur, c'est grave. Je pense que par ce dialogue, on peut arriver à des résultats. C'est ça l'éducation. Et l'éducation, justement, puisqu'on parle d'éducation, je pense que vous avez eu l'occasion, quand vous étiez enfant, d'avoir cette famille autour de vous, d'avoir une famille qui éduque un enfant. Aujourd'hui, la femme que vous êtes élève avec votre conjoint, vous élevez seul votre enfant. Il y a plus cette famille. On dit, le proverbe dit en Afrique dit que il faut tout un village pour élever un enfant. On n'a plus ce village. Et on est tout seul. On est tout seul, mais oui, la société dans laquelle on se trouve est quelque part entièrement responsable de tous les êtres humains qui la composent. Oui, mais on ne peut pas en vouloir à la société, mais qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut faire? Comment faire pour que notre enfant soit entouré, soit protégé, pour qu'il y ait toujours un regard d'un voisin bienveillant, le regard d'un oncle ou d'une tante bienveillante. Qu'est-ce qu'on peut faire, j'allais dire, pour qu'il y ait un environnement autour d'un enfant? Un environnement bienveillant et positif. Déjà que chaque individu fasse sa part des choses, parce qu'on ne pourra pas faire le travail des autres. Et dans ce sens-là, on pourra toujours être un exemple, éventuellement. Par exemple, dans le cadre d'un harcèlement scolaire, qui peut générer quand même énormément d'inquiétude et de stress chez le parent pour son enfant, je suis toujours étonnée que ce soit si difficile de mettre fin au harcèlement. Et je me demande, on se questionne, pourquoi les parents des harceleurs ne sont pas immédiatement impliqués dans la résolution du problème. On veut protéger les enfants parce qu'on se dit « Oh, c'est pas grave, c'est des petites moqueries, c'est un stade supportable, mais on ne peut pas se mettre à la place de l'enfant. » Oui, mais le problème chez les enfants harceleurs, souvent l'éducation, l'équipe éducative voit un fait isolé.
Pour eux, ce n'est qu'un fait isolé. Ce n'est pas si grave. Alors que la mère ou les parents de la victime voient leur enfant dans quelle souffrance est leur enfant. Et pour eux, c'est notre souffrance, et insupportable. Et à ce moment-là, quand vous allez voir un membre de l'équipe éducative, c'est pas sûr qu'il voit la même chose que vous. Mais il ne voit pas la même chose. Ouais. Il ne voit pas la même chose, il relativise beaucoup. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je trouve qu'il faudrait réunir toutes les parties concernées, et y compris les parents, et créer tout de suite un dialogue par anticipation des phases plus sévères. Mais comment sensibiliser et mobiliser des personnes d'une équipe éducative si ces personnes-là ne voient pas le problème de la même façon que vous? Bonne question. Je vois que le dialogue, donc il faudrait que toutes les parties soient ouvertes au dialogue et pas dans une démarche punitive envers les harceleurs, mais dans une démarche pédagogique, éducative, créer ce dialogue pour remettre les choses en place, voilà, remettre des barrières, des bornes. Et Donc, c'est mobiliser un environnement qui ne l'est plus. Parce que le harceleur, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, parce que on dit que c'est un acte isolé, on le protège malgré tout, parce que s'il est comme ça c'est aussi une façon d'anticiper. Quand on voit quelqu'un qui devient un harceleur, c'est qu'il a été déjà victime de quelque chose. C'est possible, ça vaut la peine de faire une investigation pour essayer de comprendre les motivations. On voit souvent, les gens disent, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a été victime. Il y a des faits de groupe aussi. Voilà. Oui, il y a ça aussi. Mais souvent, on prend le côté le plus simple. C'est un enfant qui est battu, c'est un enfant qui a connu quelque chose de particulier. Donc on va le protéger. Et à la rigueur, sa victime va être pointée du doigt. Oui, c'est ce qui arrive, malheureusement. Et sa victime, et surtout si les parents de la victime débarquent dans l'établissement scolaire, c'est une catastrophe. Il y a des formes de harcèlement qui augmentent après avoir été dénoncées. Voilà. Et tout le monde regarde les parents et l'enfant victime comme si c'était En fait, c'est eux les méchants. Les casse-bonbons. Oui, il faut que ça change. Il faut prendre le problème autrement et essayer de le traiter à sa racine. Le problème, c'est que quand des parents d'enfants victimes de harcèlement essayent de faire avancer un questionnement sur ce genre de problème, ils se retrouvent face à un mur. Personne ne veut leur parler, on leur fixe des rendez-vous à des moments incroyables, et quand ils y vont, on leur fait attendre des heures, sous des prétextes parfois inexistants, mais c'est quelque chose quand même qui est réel, et c'est un paradoxe. C'est pas le harceleur qui est menacé, c'est la victime. Oui, le parent doit déployer énormément d'énergie pour essayer de faire comprendre la nature du problème. Les enfants ne veulent plus aller à l'école, ils sont dégoûtés. Ils peuvent aussi aller jusqu'à des tentatives de suicide ou des suicides, et c'est vraiment très grave. À ce moment-là, ça vaut la peine qu'on se penche pour essayer de réfléchir à une autre approche, quelque chose de plus efficace, sans tomber dans le punitif à chaque fois, mais vraiment dans le pédagogique. Allez, je vais dire ça comme ça. Il y a eu à La Réunion, il y a quelques jours, ce cyclone qui est passé sur le nord et sur l'est. Il y a eu un état de choc. Il y a eu un état de choc pour pas mal de personnes. Mais on n'a pas travaillé sur cette souffrance, cette souffrance post-traumatique. On n'a pas travaillé. Je veux dire, l'être humain n'est pas... Je ne sais pas si c'est seulement le Réunionnais, mais il n'est pas dans cette démarche de dire toujours quelle est la souffrance. Quelle est la souffrance aussi bien chez la victime que chez le bourreau. On ne cherche pas à comprendre
comment cette souffrance se répercute sur l'individu, et souvent on met un chape de plomb là-dessus et on espère que ça va s'arranger tout seul. Là aussi, il y a un problème. Comment les gens qui sont en souffrance psychologique, comment trouver une main tendue? Il faut absolument sortir du silence. Donc oui, c'est le début de la thérapie, c'est déjà de pouvoir en parler. C'est très 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 important de ne pas garder la souffrance pour soi. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez établi avec votre enfant une communication pour que l'enfant puisse venir vers vous quand elle a quelque chose à dire. Ça se fait naturellement? Ça se fait naturellement. Après, je veux dire, c'est vrai que les enfants, ils ont toujours leur petit jardin secret. Ouais. Donc, faut pas faire le forcing non plus. Mais il faut quand même que l'enfant soit en confiance. Donc, le parent doit préparer ce terrain de confiance pour que l'enfant sache qu'il puisse, à toute heure, venir vers lui confier tout ce qui le tracasse. Ce qui implique que vous êtes totalement disposé à tout moment à accueillir ce qu'elle a à vous dire. Tout à fait. Et à l'entendre, et même si c'est des choses qui pourraient me perturber moi-même, à oublier mon propre ressenti pour être dans la compréhension de ce qu'on veut me passer comme message. Parce que là aussi, ça demande aux parents un exercice de style pour comprendre leur enfant, de faire des efforts particuliers pour être vraiment à l'écoute, pour être dans la compréhension et répondre ce qu'il faut répondre. C'est la mission du parent. On n'a jamais dit que ça serait toujours facile, mais il faut le faire. Alors, c'est qui veut dire, madame, aujourd'hui, il est temps que les parents reprennent, enfin, certains parents, parce qu'il y a certains parents qui font le job, il y en a d'autres qui le font moins. Ça veut dire qu'il est temps pour ces parents-là de reprendre la totalité de leurs responsabilités et de faire le job. Tout à fait. Oui. Oui. Et c'est même urgent et il faut qu'ils le fassent absolument. Et aujourd'hui, on est confronté à des faits sociétaux qui nécessitent effectivement que les parents s'y intéressent de près. Comme par exemple les polémiques autour de l'éducation sexuelle à l'école, qui est certainement une démarche très intéressante, avec beaucoup d'aspects positifs, mais qui parfois, pour certains d'entre eux, pourrait paraître un peu inapproprié, surtout pour les maternelles et les primaires. J'ai l'impression que dans ce problème-là, souvent, c'est plus délicat pour les parents que pour les enfants. Je ne sais pas, parce que qui a mesuré dans cette expérience ce que ressentent les enfants? En tout cas, il y a des personnes, tout le milieu professionnel de l'enfance, c'est-à-dire les pédopsychiatres, se mettent sur la table qu'ils n'ont pas été invités à la réflexion sur l'élaboration du programme. D'accord. C'est dommage. C'est dommage que les experts de l'enfance n'ont pas été invités. Et ça serait bien que dans l'évolution des choses, ils le soient, du coup. Et l'enfant, lui, c'est une page vierge. Et est-ce que l'adulte peut se permettre, même au nom de son bien, d'écrire l'histoire à sa place? Moi, je pense qu'il y a un moment où on quitte l'innocence de l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Est-ce qu'il ne faut pas également préserver cette innocence de l'enfance tant qu'on peut? Alors, la question de l'innocence, c'est à savoir à quel moment... D'abord, c'est quoi l'innocence? Est-ce que si l'enfant apprend à connaître son corps, chaque partie de son corps et son intimité, est-ce que c'est le sortir de l'innocence? Est-ce que si on l'explique, c'est quoi les gestes d'amour sexuel, est-ce que c'est le sortir de son innocence? Est-ce que parce qu'on lui a dit, ça veut dire que l'enfant va pratiquer? Il y a tout un environnement qui est assez ambigu. C'est vrai, très ambigu. L'enfant agit beaucoup par imitation. Si dès l'enfance, on lui apprend quelque chose et qu'il
il sait que ses parents le font, ou que les grands autour de lui le font. Les enfants sont pressés de devenir des grands. Donc, ce n'est que mon point de vue. Il sera peut-être tenté de mettre en pratique ce qu'on lui a appris. Donc, il y a peut-être un temps pour lui apprendre certaines choses. Pourquoi se presser ? S'il y a un temps pour une majorité sexuelle ou pour un droit sexuel, peut-être qu'il serait prudent de s'aligner sur ces âges-là au lieu de vouloir faire le forcing dès la maternelle. Et effectivement, vous l'avez dit, il n'y a pas de mal à connaître les parties de son corps et éventuellement même les parties intimes, que lui va appeler zézette par exemple. Y a-t-il une nécessité, dès l'âge de 4 ans, à lui communiquer le vocabulaire scientifique, puisque c'est ainsi que c'est précisé dans le programme EVARS, 4 ans, le vocabulaire scientifique autour des parties intimes. Est-ce que ça va générer de la protection ? Est-ce que l'enfant va en retirer quelque chose qu'il pourra utiliser pour se protéger ? Je pose la question. Et à 4 ans, les stéréotypes de genre, les structures familiales, tous ces concepts abstraits pour lui, l'abstraction à 4 ans, je ne sais pas trop ce que ça donne. Non, je comprends la démarche, votre démarche d'être venu sur ce plateau. Effectivement, vous avez posé beaucoup de questions. On va essayer de voir, quand vous voulez, vous revenez avec d'autres parents, si vous voulez, pour qu'on en discute. Mais c'est vrai que vos questions sont tout à fait légitimes et que ça remet en cause tout le système éducatif autour de l'enfant, de savoir aujourd'hui quelle est la bonne démarche pour l'accompagner dans son évolution. Non, vous avez raison. On avance à tâtons. C'est vrai que tant qu'on n'a pas fait, on ne peut pas connaître le résultat. Toujours est-il que les parents se questionnent, qu'il n'y a pas vraiment non plus de dialogue qui a été établi entre les parents dans cette démarche d'éducation de leurs enfants. Et c'est un petit peu normal qu'ils se questionnent, et ce serait bien qu'ils sachent à qui aussi retourner ces questions, et qu'il y ait un dialogue aussi là qui s'opère entre toutes les parties concernées. L'enfant, le vocabulaire scientifique, c'est le vocabulaire des grands. Pourquoi vouloir à tout prix, dès l'âge de 4 ans, amener chez l'enfant la vision des grands, les pratiques des grands? Est-ce que la découverte de la sexualité par l'enfant, c'est quelque chose qui se fait comme un effeuillage? Laissons-lui le temps d'effeuiller au lieu de lui amener la fleur déjà toute... Ouais, d'accord. D'accord. Bah, écoutez, on a déjà fait 20 minutes, là. Merci pour cet échange, Madame Huguette Agniem. Je pense que là, vous avez ouvert un débat. On va voir avec vous si vous avez d'autres parents qui veulent discuter avec vous. Très volontiers, je lance l'invitation. Je vous accueillerai avec plaisir. Et on va voir si on peut remettre finalement, poser la question de savoir aujourd'hui quelle éducation donner aux enfants. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.